Donc, bonjour à tous. Alors, quelques précisions avant de commencer. Donc, on est plusieurs modélisateurs biogéochimistes à travailler dans le projet. Donc, il y a Elena Alexenko qui est ici présente, qui va travailler sur la façade Manche. Il y a Marc Sourisseau qui est là également dans la salle, qui va travailler sur la façade Atlantique Manche. Et donc, il y a moi qui va travailler sur la Méditerranée. Sur l'Atlantique Manche, je pense que Marc, tu vas aussi travailler avec les collègues IFREMER, donc Martin Plus et Mathilde Cadier. Donc, je ne sais pas s'ils font partie du projet ou si ils sont dans médiation. Ensuite, hein et donc, notre précision, c'est que la présentation est beaucoup moins préparée que celle de Guillaume. Je n'avais pas de cours sur la modélisation biogéochimique, donc je me suis pas mal inspirée de présentations qui existent déjà et de thèses. Donc, Elena m'a donné une présentation, et puis je suis aussi pas mal inspirée d'une présentation d'Olivier Aumont qui développe le modèle Piscat. Ça doit être interactif, donc de toute façon. Voilà. Alors, donc, l'idée, c'est de vous présenter ce qu'est un modèle biogéochimique. Donc, je vais quand même parler d'un modèle assez basique pour expliquer ça. Donc là, ici, sur cette figure, on peut voir les différents processus qui vont influencer les cycles biogéochimiques. On voit donc qu'il y a beaucoup de processus. Donc, il y a des processus atmosphériques, hydrodynamiques avec le mélange, le transport et puis la chute des particules. Il y a aussi donc, des processus biologiques, évidemment, la photosynthèse, la respiration, la prédation, et puis des processus chimiques. Et tous ces processus-là interagissent les uns avec les autres. Donc, c'est un système qui est assez complexe. Donc, comme je l'ai présenté hier, nous, dans les modélisations biogéochimiques, on va s'intéresser aux premiers maillons, aux 2-3 premiers maillons de la chaîne trophique. On va s'intéresser donc des bactéries, le phytoplancton et le zooplancton. Donc, on suppose que ces organismes-là sont transportés facilement par les courants. Puis après, on représente aussi de la matière organique particulière qui, elle, va en plus chuter. Et on ne représente pas donc, les migrations sur la verticale ou sur l'horizontale du zooplancton. Donc ça, c'est un petit peu les différentes étapes pour mettre en place un modèle biogéochimique. Donc en fait, tout va partir de la modélisation et des expériences en laboratoire. Donc c'est à partir des observations qu'on va pouvoir mettre en place un modèle. Donc la deuxième étape, ensuite, ça va être d'élaborer un... Donc, avec les observations, on va acquérir des connaissances qui vont nous permettre d'élaborer un schéma du fonctionnement de l'écosystème, qui est forcément très simplifié. Ensuite, on va chercher des expressions pour exprimer les flux entre les différentes variables, etc. J'y reviendrai. Donc, on va mettre en place ce qu'on appelle un modèle mathématique. Ensuite, donc, on va transformer ces équations en code. Donc, voilà, on va faire du numérique. Vous allez voir qu'en termes de biogéochimie, c'est beaucoup plus simple en fait que pour la physique, la partie codage. Et ensuite, donc, on a toute la partie où on va faire tourner les simulations, on va forcément débugger. Dès qu'on fait de la modélisation, on fait du débugage, parce qu'on se trouve toujours dans le codage. Et après, une partie aussi de calibration, qui peut être quand même assez longue, et de validation. Et donc, au final, on revient pour voir si le modèle qu'on a implémenté correspond bien à la réalité. Et si ça ne correspond pas, bah, du coup, il faut soit changer le modèle, soit refaire des observations parce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas très bien compris et qu'on n'a pas forcément bien observé. Donc, je vais me focaliser dans la présentation sur ces étapes-là de l'élaboration du schéma.
conceptuelles, et puis sur les expressions des différents flux dans le modèle mathématique. Alors du coup, je suis partie d'un exemple qui est assez simple. Alors peut-être que la plupart d'entre vous connaissez déjà. Donc c'est le modèle LPZD qui a été peut-être présenté hier déjà par un médical. Donc en gros, quand on construit un modèle, donc déjà on définit ce qu'on appelle un système. Donc c'est la grosse boîte en bleu. Et puis, les variables d'état, donc ce sont les rectangles ici. Et on a des flux entre les différentes variables d'état. Donc, au niveau des variables d'état, dans ce modèle assez simple, on a la variable phytoplancton qui va représenter la concentration moyenne dans le milieu. Ensuite, on a la variable zooplancton. On a les nutriments qui vont influencer le phytoplancton et puis les détritus. Et donc ce qu'on appelle variables d'état, ce sont donc ici, on a 4 variables d'état, le phytoplancton, le zooplancton, les détritus et les nutriments. Et on va avoir des flux entre ces différentes variables. Donc le phytoplancton, pour réaliser la photosynthèse, il a besoin de consommer des nutriments et il a besoin de lumière. Donc ici, on a une variable externe au modèle. Et voilà, donc je vais parler de la façon dont on exprime ces différents flux en fait entre les boîtes. Donc, je vais me focaliser surtout sur les flux du phytoplancton. Donc ça va être la photosynthèse et le broutage essentiellement. Et donc oui, j'ai oublié de dire que du coup la concentration du phytoplancton va aussi dépendre des processus physiques. Donc, on a une conservation de la masse. Donc, le taux de variation de la concentration des différentes variables va dépendre de... Enfin, il va y avoir un terme qui est lié au transport et au mélange et à la chute des particules. Un terme qui est lié à la diffusion, au mélange. Et puis un terme qui est lié du coup aux variations qui viennent de la biogéochimie. Donc c'est le terme qu'on appelle source minus sinus. Et donc c'est sur ce terme-là que je vais me focaliser. Donc ici, j'ai mis les noms des différents processus qui relient les différentes boîtes. Et donc j'ai expliqué comment on exprime ces différents processus. Donc ici, on peut voir les équations au final qui vont découler donc, de ce système-là. Donc, pour les nutriments, par exemple, on va avoir un apport, donc la source, qui est la reminéralisation, et pour la biogéochimie, hein, et le puits, qui est la photosynthèse, et ainsi de suite. Donc, pour le phytoplancton, on va avoir la source, qui est la photosynthèse, et on va avoir des termes puits, qui sont le broutage et la mortalité. Du coup, je passe à la partie photosynthèse. Donc, on va avoir plusieurs facteurs qui vont influencer, on va prendre en compte plusieurs facteurs pour exprimer le terme de croissance du phytoplancton. Donc, on va prendre en compte la disponibilité en lumière et en nutriments. Et on va avoir d'autres facteurs qui vont influencer donc, la croissance du phytoplancton. Ça va être la mortalité, la prédation, la température, les chutes pour les plus gros phytoplanctons et le transport. Donc, la photosynthèse, elle est définie donc, dans les modèles comme le processus à travers lequel les organismes autotrophes utilisent l'énergie solaire pour produire de la matière organique. Et donc, le taux de production de la matière organique par la photosynthèse, c'est ce qu'on appelle la production primaire brute. Et donc, le taux de croissance qu'on cherche à calculer dans le modèle, c'est la photosynthèse, enfin, la production primaire brute divisée par la concentration de phytoplancton. Et donc, ce terme-là,
On va le faire varier en fonction de la température, de la lumière, des nutriments, et puis aussi de la taille. On va prendre en compte la taille du phytoplancton pour donner une valeur aux différents paramètres. Donc finalement, dans le terme de croissance du phytoplancton, on va avoir plusieurs termes. Un terme qui va dépendre de la température et de la taille du phytoplancton, et un terme de limitation par rapport aux nutriments et à la lumière. Donc ici, par rapport à la taille, déjà, en général, dans les modèles, on va considérer que le taux de croissance du phytoplancton diminue en fonction, diminue quand la taille du phytoplancton augmente. Donc ça, c'est vrai jusqu'à une taille, mais au-dessous d'une taille, en fait, les observations montrent que ça va diminuer, mais c'est rarement pris en compte dans les modèles. Donc on utilise souvent des lois, on va dire, dans un seul sens. Ensuite, au niveau de la lumière, donc en général, on considère que le taux de croissance va augmenter avec la température. Donc généralement, on utilise la loi Depley qui date de 1972, où on considère qu'on a plusieurs organismes avec des températures optimales de croissance. Et donc, on a une loi générale qui va représenter la croissance d'un groupe de phytoplancton. Alors après, dans certains modèles, on complexifie et on associe finalement une loi qui est adaptée à chaque classe de phytoplancton. Ensuite, donc, on va également faire varier ce taux de croissance en fonction de la lumière, avec avec cette expression-là. Donc, on va en fait avoir un taux de croissance qui va augmenter avec l'intensité lumineuse jusqu'à un certain seuil, à partir duquel on va avoir une saturation. Ou alors, dans certains cas, on va prendre en compte un terme d'inhibition à partir d'un certain seuil. Donc ça, c'est un terme qui va varier en fonction de l'espèce, du groupe de phytoplancton, et également, donc, on peut tenir compte d'une photoacclimatation du phytoplancton. Donc ça, c'est la représentation de la lumière à l'intérieur, donc sur la verticale. Donc, il va y avoir une atténuation de la lumière en profondeur, avec un coefficient d'atténuation qui varie selon la lumière, suivant les longueurs d'onde. Et ensuite, donc on a un terme de limitation en fonction des nutriments. Donc là, il y a plusieurs façons d'exprimer ce terme. Mélika en a parlé un petit peu hier. Donc il peut y avoir juste, si on a un modèle qui est exprimé selon un seul élément, l'azote ou le phosphore, on peut utiliser des expressions type mono, où on va avoir une limitation en fonction de la concentration externe de l'environnement. Ou alors, si donc c'est ce type-là, avec cette représentation-là. Et là aussi, ça varie en fonction de la taille. Donc, généralement, ce coefficient, qu'on appelle le coefficient de demi-saturation, il va augmenter avec la taille du phytoplancton considéré. Et donc, ça peut être difficile en fait d'avoir un coefficient, enfin un paramètre qui va pouvoir correspondre à toutes les classes de phytoplancton. Et ça suppose du coup qu'on est dans une stoichiométrie constante, donc rectiligne. Ou alors, comme l'a expliqué aussi Mélika hier, on peut considérer qu'on va représenter plusieurs éléments, le carbone, l'azote, le phosphore par exemple. Et donc là, l'expression, on a une expression qui se complique un peu, où on va tenir compte aussi des quotas de la cellule. Donc on utilise ce qu'on appelle des expressions type Druck ou Capron-Meyer.
Et donc là, on exprime le taux de croissance en fonction de ce quota. Et la vitesse de consommation des nutriments, elle va être aussi exprimée en fonction de cette limitation de nutriments de l'environnement. Donc, ça, c'était pour le taux de croissance pour le phytoplancton. Et ensuite, pour le broutage, donc il va avoir une influence sur la concentration du phytoplancton également. On utilise ce qu'on appelle ce genre d'expression pour exprimer le broutage. Donc, il y en a différentes qui sont possibles. Donc, c'est des types Holding. Donc, il y a plusieurs complexités. Donc, soit juste avec un paramètre de taux de broutage et en fonction de la concentration du phytoplancton, soit on va aussi tenir compte de la concentration en zooplancton. Et quand on a plusieurs classes de taille, on va aussi tenir compte d'un terme de préférence. Donc, le zooplancton va avoir une préférence pour tel ou tel phytoplancton en fonction généralement de la taille. Enfin, ça se gère en termes de taille. Les petits zooplanctons vont avoir tendance à préférer les petits phytoplanctons. Et puis pour finir, donc, il y a le terme de mortalité, donc là qui s'exprime de façon finalement assez simple. Donc on a un taux de mortalité, un paramètre qui va représenter une mortalité, qu'on multiplie par la concentration du phytoplancton, ou alors la concentration de phytoplancton au carré. Donc ça reste une expression qui est assez simple. Et donc au final, quand on exprime les différents termes que je vous ai montré au tout début. Donc, on va arriver à un système d'équations de ce type-là. Donc, finalement, qui n'est pas si compliqué que ça. Donc, ça, c'est pour un modèle type NPZD. Voilà. Après, ça se complique un petit peu quand on a plusieurs classes de taille, mais ce n'est pas très, très compliqué. Donc, la complexité va reposer en fait sur le fait de donner des valeurs à ces différents paramètres, donc qui se basent sur la littérature ou sur de la calibration. Donc c'est là toute sa complexité. Quand on représente un ensemble d'organismes qui n'ont pas forcément les mêmes traits, les mêmes caractéristiques, ça devient un petit peu compliqué. Donc cette phase-là peut être quand même assez longue et assez gourmande en temps de calcul. Donc là, on avait vu un exemple simple de modèle. Donc les modèles qu'on va utiliser dans le cadre du projet, ils sont un petit peu plus compliqués. Donc ici, on a le modèle Eco 3e S et à droite le modèle EcoMars 3D. Ce sont des modèles qui sont assez similaires. Donc, ils ont différentes classes de taille de phytoplancton. Donc, dans les deux cas, je trouve qu'on a les mêmes classes de taille pour le compartiment. On va représenter plusieurs éléments pour le phytoplancton. Donc, on va considérer des quotas internes. Je pense que c'est le cas aussi dans le modèle, c'est pas indiqué là sur le schéma, mais je pense que c'est aussi le cas pour le modèle EcoMars 3D. Donc on a le zooplancton aussi, on considère donc ici 3 classes de taille, et puis avec l'en 3D, j'ai l'impression qu'il en représente que 2. Donc on a la partie décritique, donc elle va être divisée en 2 compartiments, dissous et particulaires. Dans le particulaire, donc alors j'ai oublié de préciser que pour le zooplancton, là on ne considère pas plusieurs éléments. On va se baser sur des quotas fixes, sur une stoichiométrie constante. Et pareil pour les bactéries. C'est l'heure? Dans pas longtemps. Ok, moi j'ai plus que j'ai. Et donc pour les critiques, donc on va considérer qu'on a 2 classes de taille, les légères et les plus lourdes, qui vont avoir donc des vitesses de chute différentes. Et puis donc on va considérer 4 éléments critiques, donc les nitrates, l'ammonium, les phosphates et les silicates.
Je trouve que c'est pareil pour le modèle qu'on va retracer. Ensuite, on a un compartiment de bactéries qui va donc reminéraliser la matière. Donc là, il manque des flèches entre les différents compartiments. Et puis, on représente aussi l'oxygène et le système des carbonates, donc avec deux variables, le carbone inorganique dissous et l'alcalinité. Et dans les deux cas, on a aussi un module de sédiments. Donc là, j'ai pris un modèle assez simple, donc, où on va représenter le sédiment sous la forme d'un seul compartiment. Et donc, on va avoir une reminéralisation de la matière organique dans le sédiment avec, donc, là encore, les 4 éléments nutritifs que j'ai bien précisés. Et donc, juste pour vous montrer ce que ça donne, mais c'est pas beaucoup plus compliqué. Donc, on va juste avoir des expressions supplémentaires parce qu'on a des éléments supplémentaires. Donc, en plus de l'azote ou du phosphore, on va avoir des expressions supplémentaires, mais c'est vraiment très similaire. Donc, bon, là, j'ai mis un peu toutes les équations. Mais globalement, c'est beaucoup plus simple. Enfin, c'est pas très compliqué, en fait. Et donc ça, c'est le code au final. Et vous allez voir que le codage d'un modèle biogéochimique est vraiment très simple. Ça reprend exactement ce que les petites équations mathématiques qu'on avait écrites. C'est pas du tout aussi compliqué qu'un modèle hydrodynamique. C'est la partie donc, hydrodynamique du modèle couplé qui, elle, va être un peu plus complexe. Et donc, juste pour finir sur le protocole et parler de la façon dont on va représenter ces simulations climatiques. Donc, nous, on se situe ici avec notre modèle biogéochimique haute résolution. Et donc, on va avoir besoin en fait, de pas mal d'apports, d'input, pour faire tourner cette simulation-là. On va avoir besoin donc d'informations de modèles atmosphériques. Du modèle hydrodynamique haute résolution pour bien nous forcer. Et on va avoir besoin aussi des apports fusion en termes de concentration. Et après, si on remonte la chaîne, donc le modèle hydrodynamique va être forcé par un modèle ce qu'a présenté Guillaume tout à l'heure, va être forcé par un modèle à basse résolution. Et pour forcer, nous, aux limites, le modèle haute résolution biogéochimique, on va avoir besoin de conditions limites également. Donc là, c'est compliqué de forcer un modèle biogéochimique parce que les structures des modèles biogéochimiques peuvent être différents. Donc le plus simple, qui n'est pas forcément le plus court, c'est de faire tourner en fait le même modèle biogéochimique en utilisant la simulation physique qui force le modèle haute résolution. Je ne sais pas si vous me suivez. Mais du coup, ça demande une étape supplémentaire. Voilà. Donc, je pense que Marc, c'est ce qu'ils vont faire puisqu'ils vont se mettre dans le modèle forçant qui est donc implémenté dans le cadre du PPR médiation. Donc, je pense que c'est le même qui va donc forcer le modèle hydrodynamique qu'ils utilisent comme forçage pour la biogéochimie. Et pour Elena, c'est pareil, puisqu'elle va peut-être s'intégrer dans le modèle de Guillaume à discuter, mais c'est une possibilité. Et donc, du coup, après, quand on va chercher à représenter, donc, à faire les simulations climatiques, donc déjà, il existe plusieurs scénarios, comme l'a présenté Mélika hier, donc il va falloir qu'on fasse un choix avec les modulateurs hydrodynamiques. Donc actuellement, comme le disait Guillaume, au niveau de la Méditerranée, on a déjà des forçages hydrodynamiques basse résolution et le modèle hydrodynamique haute résolution qui a tourné sur le scénario SSP 5.8.5. Par contre, ce qui apparaît, c'est que ce n'est pas le scénario le plus réaliste. Et puis, en plus, ils ne sont pas sûrs de refaire d'autres scénarios sur cette même configuration. Donc, on se pose la question de savoir si on part ou pas sur ce scénario-là. Donc, ça sera à rediscuter.
Et donc, imaginons qu'on part sur un scénario, donc ça peut être un des trois qui est écrit ici. Donc, si on part sur le scénario 7.0, donc ça veut dire qu'il faut d'abord qu'on obtienne ces scénarios en termes de sortie de modèles atmosphériques et modèles basse résolution hydrodynamique, qu'on fasse ensuite tourner un modèle biogéochimique à la même résolution que ce modèle forçant, et en parallèle la modélisation hydrodynamique, qui vont ensuite tous les deux forcer ce modèle biogéochimique. Et ensuite se pose la question sur les scénarios au niveau des apports fluiaux. Donc on pourrait utiliser un scénario qui est utilisé pour le modèle global, forçant, ou alors on peut utiliser les scénarios qui vont être co-construits avec les gestionnaires, donc scénario 1, 2, 3, et ça va multiplier les simulations. Et donc après, on revient sur le slide de Guillaume, où on a 4 simulations en fonction des périodes qu'on va simuler, et avec des simulations réalistes où on va se comparer aux observations qui ont déjà été faites et qui vont être faites dans le cadre du projet, et des simulations climatiques, voilà, où on va comparer forcément la simulation climatique et réaliste, pour voir si on représente bien dans les simulations climatiques ce qu'il y a, les tendances qui sont observées. Et les extrémas aussi qui sont observés sur la période passée. Et je crois que c'est tout. Merci. Je sais qu'on a prévu une longue pause, donc c'était prévu. Donc on va quand même prendre quelques questions. Donc il y a Marc et Elena qui vont venir aussi. Comme ça, on a le panel. Du coup, ben, c'est parti. Est-ce que dans un contexte de changement climatique, on sait aussi qu'il va y avoir des assemblages de phyto et de zooplancton qui vont changer, avec du zooplancton des fois plus petit ou des gélatineux qui deviennent de plus en plus importants. Donc, ça veut dire que ça fait changer les boîtes de phyto et de zoo, ça fait changer les taux de résine, etc. Enfin, toutes ces conséquences et comment, est-ce que vous allez prendre en compte et sinon, comment faire? On a parlé de la mixotrophie aussi hier. Voilà, je suis intéressée de savoir des choses là-dessus. Alors c'est vrai qu'à la base, on n'avait pas vraiment prévu de le prendre en compte, en tout cas a priori. Alors après, c'est vrai que si on se rend compte déjà dans la simulation réaliste qu'on va faire que finalement il y a déjà des tendances et des shifts entre les différentes classes de taille, c'est quelque chose qu'on pourra intégrer en fait. C'est vrai que ça paraît assez logique de prendre en compte cet aspect-là. Et donc, je pense que c'est des questions qu'on va se poser au fur et à mesure du projet et qu'on pourra intégrer. Après, dans le PPR médiation, ils vont travailler justement sur cet aspect-là, où ils vont considérer des modèles. Je ne sais pas si tu veux en parler directement, Marc. Alors, il y a un autre projet, effectivement, à médiation, où il y a aussi de l'activité dessus. En fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup de modèles différents BioGéo. On voit là la lourdeur de la mise en place quand même des configs. Et l'idée, c'est quand même de réussir à avoir des modèles de plus en plus où on peut activer facilement différents modèles biologiques. Parce qu'il n'y a pas un modèle biologique qui va faire la même chose et qui va être destiné avec les mêmes objectifs. En tout cas, ce processus d'évolution de la communauté, il y a d'autres modèles biogéochimiques qui sont construits pour ça. Et dans le cadre de médiation, effectivement, il y a le modèle NUM sur lequel travaille Mathilde, qui est développé au Danemark, là, et qui est spécialement centré sur l'évolution justement et le changement, l'intégration de la mixotrophie et l'évolution de la communauté des protistes. Donc ça, c'est un modèle qui est en cours de développement dans un autre projet. Je ne sais pas s'il sera opérationnel et activable facilement quand on voit l'ensemble de l'emboîtement des différents niveaux pour aller des faibles résolutions vers des plus hautes résolutions. C'est à espérer qu'avec le temps, les voitures, effectivement, s'améliorent de plus en plus. Il y a de plus en plus de facilité à changer les moteurs. Pour l'instant, le plus lourd, en fait, ça reste toujours la mise en place des configurations, les OBC et tout ça. C'est vrai que
les clés de modèle, ça se fait plutôt bien. Ouais. Sur ce sujet-là, quand même, dans les modèles que vous avez, il y a quand même plusieurs classes de taille de phyto, Oui. plusieurs classes de taille de zoo. C'est un peu en partie la question, c'est de dire si effectivement les forçages, la température, la disponibilité de nutriments sont modifiés au cours du temps, les modèles ont quand même une capacité intrinsèque quand même à répondre. Par exemple, la température, ça favorise, je sais pas, les zoos phyto versus le pico, bah, du coup, peut-être que du coup, ça sera plus ou moins représenté, peut-être mal, mais au moins représenté par le modèle. Et si les tendances, vous les voyez dans l'actuel, vous pouvez encore tuner un peu la dépendance à la température, aux nutriments ou ce genre de choses-là. Donc, il y a déjà quand même une capacité à répondre dans les modèles, je crois, à une partie de ces questions-là, pas forcément tout. Mais... Oui, oui, je pense qu'on a déjà un premier ordre, en fait. On va déjà représenter un premier ordre. Nous, on avait une première expérience de simulation climatique sur l'ensemble de la Méditerranée, où effectivement, on voyait des évolutions sur la biomasse, où on avait une augmentation des plus petits phytoplanctons, par exemple, ou du petit zooplancton. Mais après, c'est vrai qu'on ne fait pas évoluer les paramètres qui sont reliés à ces phytoplanctons. Donc, ça, je pense, avec le type de modèle dont parlait Marc, qui vont faire dans d'autres projets, on peut avoir une évolution des paramètres associés à chaque classe de taille, en fait. Et du coup, ces paramètres-là seraient intégrables là. En fait, tu peux par exemple changer ton taux de croissance si tu as des petits, enfin, ça va être des taux de croissance plus élevés, etc. Donc, tu pourrais l'intégrer en cours de route ou pas du tout? En cours de route du projet, tu veux dire, ou en cours de route de la En cours de route du projet. Bah, oui, pourquoi pas travailler en parallèle sur ce type de modèle. Mais voilà, c'est vrai que, comme dit Marc, ça va être déjà assez lourd à mettre en place. Mais l'idéal, ça serait effectivement de pouvoir travailler en parallèle sur ce type de modèle et de pouvoir l'intégrer au projet si on a besoin. C'est vrai que les tailles qui diminuent, on le voit, c'est vraiment criant, quoi. On le voit, on l'a vu à l'échelle du golfe de Gascogne, les copépodes qui sont majoritaires actuellement sont en train de diminuer. La biomasse est la même, l'abondance augmente, la taille diminue. Mais la biomasse totale, mais après la biomasse des petits augmente du coup. Ils sont plus nombreux, ils sont plus petits et ça fait la même biomasse en 20 ans. Et on voit, c'est la même chose en Méditerranée. Enfin, je pense que ça c'est un résultat qui est criant et majeur dans nos forçages. Mais ça, du coup, comme le disait Christophe, c'est vrai qu'on va pouvoir le représenter un petit peu dans les modèles quand même. On le représente quand même. Oui, je veux juste ajouter que cette expérience a été faite avec la modélisation Méditerranée. On a fait une étude sur le changement des rapports de N sur P du Rhône et on a clairement vu les shifts vers les petits organismes. Donc, les modèles sont capables à présenter ce chose avec ces coûts fonctionnels. Moi, j'ai une question de différence. J'ai vu sur les nutriments que vous suivez, sur les nutriments que vous suivez, vous n'avez pas le faire. Est-ce que vous pensez que moi, je travaille dessus. Mais du coup, j'avais en tête que c'était un truc qui peut être important pour comprendre. Est-ce que vous pensez que dans les zones côtières, il y a particulièrement important? Alors, quand. Ouais, je ne sais pas si vous avez entendu en visio, donc la question portait sur le fer, l'élément fer, qui n'est pas dans les modèles. Donc là, c'est vrai que dans le modèle, moi je parle du coup pour le modèle Méditerranée, on ne prend pas en compte cet élément parce que c'est l'élément le plus limitant, on va dire, pour la production biologique. Après, peut-être qu'elle est intéressante en côtier par rapport au couplage colonne d'eau sédiments et que ça peut être intéressant. Et les couplages. Oui, voilà, ouais. Mais c'est vrai que là, pour l'instant, on ne l'a pas dans le modèle et je ne pense pas que ce soit un point sur lequel on va travailler. Ça ne va pas être notre priorité, je pense. Oui, je n'ai pas grand-chose à ajouter. C'est vrai que
C'est comme pour les rivières, tout le monde veut voir sa rivière dedans. Il y a un coût quand même. On voit qu'en physique, déjà, on est à 5 Tera par sortie. Quand on veut représenter des variables biologiques, à chaque, on est à 42, donc vous faites x 40 sur la taille des sorties. Il faut qu'en rajouter. C'est vrai que des fois, on est un peu schizophrène, on en met plus, puis il faut qu'on en enlève, on simplifie. C'est vrai que jusque-là, il y a des cycles où des gens travaillent dessus qui ne sont pas pris en compte. Le fer, par exemple, en côtier, c'est vrai que dans nos latitudes, ce n'est pas quelque chose qui, au prime abord, paraissait comme un processus important. Même chose pour la diazotrophie, c'est pas quelque chose. On se disait, bon, on va mettre de la diazotrophie dans nos milieux côtiers. Il commence à y avoir des mesures dessus, il commence à y avoir des observations, etc. Mais voilà, la question quand même qu'il faut se poser, c'est est-ce que vraiment c'est majeur? Donc je dirais, s'il y a des travaux qui disent, ah oui, c'est majeur, etc. Oui, c'est des choses qui sont intégrables parce qu'il y a déjà des modules qui existent sur ça. Après, c'est vrai que par rapport au coût associé, au prime abord, comme ça, dans le projet, c'est pas quelque chose qu'on avait planifié. Bon, je voulais juste poser une question par rapport, tu nous as montré deux modèles, toi, Marc, voilà, c'est ça, voilà. Et effectivement, pour rebondir sur l'histoire des classes de taille, déjà dans le gros schéma, j'avais là une question, c'est pourquoi on a éliminé le pauvre nanophytoplancton avec les super méga importants et surtout. Et même, je dirais que d'après des travaux qui ont été faits sur les 3 classes de taille, on s'est rendu compte que le nano, sans doute, est beaucoup plus efficace. C'est sans doute une courbe en cloche et que c'est le nano qui est sans doute le plus productif par rapport au micro et au picot. Mais après, quand je l'ai vu apparaître là, je le vois. Donc, un coup, par exemple, à là-bas, EcoMars 3D, il est associé au nano. Et d'un autre côté, il est séparé. Donc, moi, je vois par rapport aux données que l'on peut amener maintenant avec des approches automatisées, comme la cytométrie automatisée ou la cytoclassique, où le nano et le picot sont bien différenciés et assez souvent, ils jouent un rôle, ils s'alternent, un coup sur le picot, un coup sur le nano pour la biomasse, un coup pour l'abondance. Donc, je pensais, ma question est, est-ce qu'il y a, par exemple, en fonction des zones, parce que par exemple, dans certaines zones, ça va être hyper méga pertinent de faire la distinction diatomie-lino, parce que les blooms sont alternés. Mais par exemple, dans la zone où on travaille, la plupart des linos qui sont là, c'est plutôt les linos qui mangent les diatomées et qui mangent tout le monde, en fait. Donc, ou c'est sans doute des parasites. Donc, du coup, la question est, est-ce que c'est par exemple possible de, par exemple, utiliser le modèle Eco3MS, mettons, dans une zone, et plutôt le modèle EcoMars 3D dans une autre, en fonction justement du type de données qui sont disponibles, du fonctionnement du système et des données qu'on va générer dans le cadre du projet. Je crois que j'ai compris la question parce que j'ai eu cette question au laboratoire. Donc, c'est moi qui est un peu en retard avec la modélisation en manche parce que je rejoins l'équipe du LOG récemment et j'ai travaillé en Méditerranée avec Medica Baclotti. Et donc, je suis en choix entre prendre le modèle que je connais bien en Méditerranée ou travailler avec les collègues de l'EFROMER avec le modèle bien représenté ici. Ça peut être un point de développement. Donc, justement, à la base de nos observations, on peut ajouter peut-être une variable d'état et voir calibrer toutes les fonctions. Donc, Merci. Je vais clore le débat avec 3 questions. Sabine et Pascal qui terminera. Et après, je ne prends plus de questions. On va à la fin. Moi, je voulais revenir sur cette question des instruments. J'ai vu que pour le calcul des SMS, par exemple de l'azote, vous avez montré que vous considérez les sources comme étant uniquement ce qui est reminéralisé. Moi, je voulais savoir, est-ce que dans le modèle, vous prenez en compte une variable de ce qui est anthropogénique, des sources de nutriments anthropogéniques? Alors, disons qu'on va le prendre en compte puisque ça va apparaître dans les apports. Par exemple, les apports atmosphériques, qui est pas pour les nitrates, on va avoir une grosse partie qui va être due aux apports anthropogéniques et les fleuves également, oui. Oui, mais on ne va pas distinguer ce qui est naturel de ce qui est anthropogénique. Ça va être un tout, en fait. Donc, on va le prendre en compte dans la concentration totale, en fait. Moi, j'ai une inquiétude sur les données disponibles.
On voit bien qu'il faut des nutriments de base. Donc, je lis à des sens. Alors, en Méditerranée, ils travaillent très bien, ils ont un bon suivi. Donc, de gaz, c'est déjà grâce à Laurent. Et, mais il y a moins, c'est sûr, mais en Golfe de Gascogne, c'est beaucoup plus pauvre. Et donc, je pense que là, il faudra rappeler un dispositif pour identifier les paramètres indispensables à mesurer lors des campagnes qui vont se réaliser l'année prochaine. Parce que j'ai dire moi ce que Gironde, notre secteur, on a beaucoup étudié les sédiments. Et je ne suis pas certaine qu'on ait prévu de faire des nutriments de l'homme de l'eau. Il va falloir rectifier des choses comme ça. Oui, c'est sûr. Enfin, je ne sais pas s'il y a vraiment une réponse qu'on peut apporter à ça. Là, si on fait des simulations, c'est vrai, même si on commence à prendre par exemple des nutriments, maintenant c'est bien, quoi, mais c'est vrai que si on parle des simulations et des rejeux sur des tendances sur 20 ans, sur des rejeux comme ça, on va être obligé de se baser sur des séries qui ont déjà commencé. Donc on peut faire des validations. L'ensemble de ces modèles, souvent, c'est des modèles qui sont validés sur des données de biomasse, souvent, le satellite notamment, beaucoup utilisé, et puis un ensemble de données et de mesures. Les flux sont rarement validés. Pour avoir des mesures de flux, c'est très compliqué d'avoir des mesures de flux homogènes sur la zone. Et puis les variables ne correspondent pas non plus aux mesures qui ont été faites expérimentalement pour mesurer les flux, donc c'est compliqué de passer de l'un à l'autre. Donc les validations sont essentiellement en biomasse, et c'est vrai que si on a des suivis de sels nutritifs qui commencent maintenant, ça peut donner un snapshot comme sur des campagnes. Hein. C'est extrêmement difficile. C'est vrai que les séries à long terme, c'est la base là-dessus, et on peut s'appuyer sur ce qui va être existant, donc ça va être les suivis nationaux, quoi. Une dernière question de Pascal. Je pense que par rapport à la validation du modèle, par rapport aux différentes zones sur lesquelles vous les appliquez, c'est un petit peu le facteur que vous allez mettre pour que ça colle. Est-ce que vous pouvez, les modèles sont suffisamment robustes que vous avez là pour jouer sur un petit peu toutes les zones qui vont être jouées, ou est-ce qu'il y a toujours qu'on va mettre, et le plus cyclique, ça veut dire qu'il y a des processus qu'on a fait en mal, et ces processus, est-ce que d'aller faire des observations, notamment de tout ce qui est lié à la production, je pense que dans le projet, on aura vraiment une production primaire, et de voir justement si on peut faire des comparaisons de production et non pas de biomasse. Est-ce qu'on a de la place un peu dans le projet pour aller sur cet aspect-là? Et là, on rentre en réseau fonctionnel, et pas sur juste des validations par rapport à la biomasse, où la biomasse ne tient pas compte des expressions, parce que le carbone, il est largement discrété. Et donc, entre la boîte de production qu'on a, la boîte d'expression, la boîte de biomasse, finalement, la biomasse, elle nous avance bien, mais on ne sait pas tout ce qu'il y a avant. Voilà. Oui, l'idée c'est sur la première phase où on va faire des simulations réalistes, ce serait de collecter le maximum d'observations en fait, non seulement sur la biomasse, mais aussi sur les processus. L'idée c'est aussi, on aimerait bien nous aussi valider les processus en fait. Je sais pas s'il y a des données, beaucoup de données sur ce point-là, mais nous ça nous intéresserait énormément en fait. S'il y a des belles séries de production, je dirais, en manche sur la production, etc., oui, c'est quelque chose qui est regardable. Si on a des résolutions avec les cycles saisonniers, il y a un peu de variabilité interannuelle, oui, c'est forcément regardable. Après, le tuning et l'ajustement, est-ce que les modèles sont robustes? Ça reste toujours compliqué, parce que si on les ajuste pour une variable, pour une observation, ça ne collera pas pour autre chose. Donc c'est vrai que c'est toujours des validations d'ensemble. Ouais, mais alors ça, on se satisfait toujours de ces réponses-là. Et à un moment, il ne faut pas qu'on s'en satisfasse. Oui, d'accord. Donc cet après-midi, quand même, on a prévu toute une partie d'ateliers par région pour discuter un peu de ce dont Félix parlait tout à l'heure, même s'il n'écoute pas, mais il passe un message. Sur justement les types d'écosystèmes qu'on a dans les différentes régions, la manière dont on va interagir entre les données, justement,
dont parle Pascal, ceux qui sont à la Westmine, ou peuvent des fois, je ne savais pas bien, mais mesurer la production primaire, la GPP justement en direct, et non pas juste l'accumulation de biomasse, je crois que c'est ce dont tu parlais. Donc on va avoir justement ces ateliers-là où on va pouvoir échanger entre les modélisateurs et les données qui sont soit disponibles, soit qu'on va acquérir dans le projet, soit qu'il faudrait qu'on acquiert dans le projet, comme ce que disait Sabine tout à l'heure. Du coup, voilà, on peut peut-être aussi, enfin, c'est l'idée de ces ateliers-là, d'essayer de commencer à rapprocher un peu les communautés, les modèles des zones dans lesquelles on va les utiliser, et puis les données à la fois de forçage, de comparaison, de calibration, à dire, et puis de validation aussi de ce qu'on va mesurer dans le projet. Il y a certainement des trous dans la raquette des deux côtés, donc c'est l'idée de rapprocher les choses aussi pendant ces ateliers-là, qui seront courts, mais on va essayer d'échanger un peu d'infos pour travailler à la suite. L'idée aussi, je reviens là-dessus, je me bien sûr qu'on va aller au café, c'est qu'il y a quand même des rapprochements régionaux entre les modélisateurs et les work packages. Donc ça va progressivement arriver avec le début en fait, du travail scientifique qu'on est en train de faire là, dans les différents work packages. Et donc progressivement, les modélisateurs des différentes zones vont s'intégrer au work package pour continuer le travail qu'on va démarrer dans les ateliers de cet après-midi. Non, ce qu'il ne faut pas, je peux rajouter là-dessus, c'est qu'il y a un élément important, c'est que aujourd'hui, on manque de modélisateurs dans la salle. C'est-à-dire qu'on a des modèles qui sont de façade pour le moment, et effectivement, tuner un modèle au OEM pour une zone, ça peut complètement foirer la zone d'à côté. Et donc l'idée, ça va être de faire du compromis à un moment donné. Et, même si on a de très belles observations et qu'on peut tuner super bien un endroit, l'idée, c'est pas de faire que ça marche super bien en Médecine et en Gironde, c'est n'importe quoi. Donc le problème, il est là. Si demain, on arrive effectivement à s'aider et avoir différentes activités de modélisation par sous-région, là, on pourra finir encore plus par région et avoir, voilà. Là, ce qu'on vous présentait ce matin, c'était un peu l'activité de façade. Après, on va descendre dans des activités locales, voir jusqu'où on peut aller. Mais aujourd'hui, effectivement, donc Elena, peut-être travailler sur la Manche, mais là, on a trois régions, même moi, je Gascogne, Méditerranée. Donc, effectivement, on va avoir ces 3 méta-régions. À l'intérieur, ça peut être, il peut y avoir des compromis à faire. Voilà. Donc, ça, il faut le garder en tête. Et ça ne veut pas dire qu'on ne se rapproche pas des observations et de la communauté d'observation. C'est ça que je veux dire. C'est pas parce que voilà, on ne colle pas forcément. Voilà. Et donc, comme j'ai pris la parole, je vous invite à aller au café.